D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Hicham Bouzid est né à Tanger, où désormais il est un acteur remarqué de la société civile culturelle. Cofondateur de Think Tanger, dont il est le directeur artistique depuis 7 ans, il a donc animé des lieux et des projets tels que l'atelier Kissaria, espace de débats et de rencontres, où ont été initiées nombre d'initiatives culturelles ou de réflexions sur la banlieue, sur le développement de la ville, sur l'urbanisme, sur le développement social et culturel, sur la pensée alternative et les réponses à apporter au travers du néolibéralisme. C'est à l'atelier que siège désormais le Tanger Print Club, un projet d'édition d'œuvres et de livres, dont la revue Makan. Think Tanger offre aussi une résidence d'artistes. Dans les prochains jours, la plateforme culturelle ouvre son nouvel espace clé, le kiosque, au 14 rue Velasquez, 200 mètres carrés destinés à montrer le fruit de toutes ses actions et à traiter toutes ses problématiques avec une ouverture sur le passage multiculturel du centre-ville de Tanger. Un nouvel espace qui contribuera au dynamisme et au rayonnement de la ville. Hicham Bouzid a fait ses armes aux insolites avant de participer à la naissance du 18 Derb El Fennan, l'espace culturel alternatif modèle au cœur de la médina de Marrakech. Fort de ces deux expériences et d'une formation de curateur, le jeune activiste a pu revenir à Tanger et y créer avec un réseau d'amis, dont Amina Mourid, Ito Barada, Sido Lanzari, Noua Benabzri, l'espace qui réfléchit notre ville dans son intégralité, du suburbain au développement d'espaces de vie et de rencontres non commerciaux. Entretien avec un acteur de la pensée contemporaine à l'atelier Kissaria du Grand Soko. Quand Ito montait la cinémathèque de Tanger, il avait besoin d'un espace pour s'échapper, échappatoire à la charge du travail pour justement se concentrer sur son travail d'artiste. Et cet atelier a été un de ses premiers ateliers à Tanger. Sachant que ce fut le premier siège de l'association Darna dans les années 90. Donc c'est un lieu qui est vraiment chargé d'histoire. Donc l'association Darna, qui est propriétaire de cet immeuble, a d'abord commencé les premières initiatives de Darna à partir de ce lieu. D'accord. Donc, ça fait un peu partie, cet espace et les projets qui s'y rapportent, de la constellation Darna. Je ne sais pas si je le formulerai de cette façon. En tout cas, on est né grâce à un soutien aussi des gens qui étaient de Darna, de Ito, de Jawad Sounani, de Daba Théâtre. Ouais, on n'est pas, voilà. C'est pour ça que je dis, c'est pas moi qui a créé, mais il y a eu plusieurs forces motrices pour que ce projet puisse naître. Et on est effectivement à 2 pas de la cinémathèque. Est-ce qu'on est un peu dans le même esprit que cette cinémathèque de Tanger? À la fois alternatif, présentant des programmes incongrus, inopinés, inattendus. Oui, complètement. Je peux dire la même chose. Jeune. Après la cinémathèque, ça a été aussi ma deuxième maison. Je suis rené dans la cinémathèque quand je suis revenu m'installer à Tanger. Et j'ai eu la chance, du coup, quelques années plus tard, de rencontrer et d'être assez proche de Ito, avec lesquels on a beaucoup de discussions, justement, sur Tanger, sur ce qui se passe dans la ville. Et donc, forcément, oui, c'est pas les mêmes médiums qu'on utilise, mais c'est les mêmes visions, les mêmes idéologies qu'on porte. Effectivement, vision de la ville, réflexion sur l'espace urbain. Cet ancien atelier Kissaria, qui maintenant est le Tanger Print Club, je crois, en fait, est un espace qui est géré par l'association Think Tanger. Tout à fait. Alors, vas-y, explique-nous ce qu'est Think Tanger. Il faut comprendre un peu la jeunesse du projet pour comprendre ce que c'est devenu Think Tanger aujourd'hui. Think Tanger, ça a d'abord commencé, tu le sais très bien d'ailleurs Philippe,
que ça a d'abord commencé en étant un collectif de 2 personnes, ensuite de 3 personnes, ensuite de 4, ensuite de 2. Mais on a commencé d'abord par se définir comme un collectif. Alors, un collectif de 2 personnes, On c'est-à-dire... est Amina Mourid, donc ma cofondatrice du projet, et moi-même, et ensuite Marie-Rahma Houman, qui est aujourd'hui notre présidente d'association, Marie-Rahma qui est architecte, programmiste, tongéroise, et Nassima Zarza, qui était notre graphiste au départ. Donc il y a eu vraiment, c'est des gens qui viennent et qui partent, mais Et toi qui restes. et moi qui reste pour l'instant. Alors en fait avec Amina, à ce moment-là, on se disait, donc on était en 2015, et on voulait, par une volonté commune, créer un projet culturel pour la ville de Tanger. Amina venant d'un background qui est plutôt sciences politiques, spécialité monde arabe, moi qui viens plutôt d'un milieu art contemporain, voilà, culture numérique et digitale et musique aussi. On s'est dit, bon bah, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à Tanger qui ne soit pas justement un lieu figé, qui ce n'est pas un lieu où on vient juste regarder, c'est un lieu d'expérimentation, de recherche, et quel sujet on pourrait porter dans cette idée-là. Et bon, ça nous a pas pris beaucoup de temps pour se dire, bon, en fait, ce qui se passe aujourd'hui à Tanger est tellement flagrant. Quand je dis flagrant, c'est vraiment en termes de la grandeur du changement urbain qui se passe, qu'on s'est senti directement en dehors de cette dynamique que la ville a propulsée de changement. Et on s'est dit, bon bah, je pense que la première chose à faire dans cette idée de proposer un projet culturel pour la ville, c'est de parler de la ville, tout simplement. Parler ou réfléchir? D'abord parler, et ensuite réfléchir. Le contraire de ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire on réfléchit. Bah alors parler parce que on sentait qu'il y avait une énergie, en fait des gens autour de nous qui voulaient parler de Tanger et de crier un peu ce qui se passe, que ce soit des aberrances ou pas des aberrances, peut-être donner des idées en fait, juste participer. On n'est pas là forcément dans la critique, mauvaise critique, quoi que ce soit, on est dans quelque chose de constructif plutôt. Et une profonde volonté d'expression, de s'exprimer. Voilà. Un forum. Voilà, un forum. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé Think Tanger, c'est avec une conférence. En fait, d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est il y a exactement 7 ans maintenant. On est en fin mars, c'était en début avril, c'était il y a exactement 7 ans, une conférence ça s'appelait tout simplement Tanger, ville en mutation, et qui avait réuni une centaine de personnes à l'époque à Technopark Tanger. Et on était très surpris pour un premier projet, pour des gens qui n'étaient pas forcément connus. Bon, moi, j'étais à Tanger un petit peu avant. On avait mobilisé autant de gens sur un format aussi classique qu'une conférence. Avec un projet aussi nouveau. Alors, un projet nouveau dont la définition était très peu claire, même pour nous d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on a compris un peu plus tard. On avait une architecte, donc Marie-Rahma, qui est devenue notre présidente aujourd'hui, le directeur de Technopark comme une sorte d'acteur économique de la ville sur la question des nouvelles idées, comment faire de l'incubation des nouvelles entreprises, et le délégué de la culture de Tanger. Et en fait, la discussion était passionnante parce que chacun expliquait un petit peu sa vision des choses, mais surtout qu'on avait ouvert une sorte de petite plateforme à notre petite échelle, un espace de discussion où les gens disaient, bah, surtout aux délégués de la culture de l'époque, non, ça c'était pas bien, non, on veut des espaces verts parce qu'on veut nos enfants faire ceci, cela, on veut que les quartiers soient décloisonnés. Donc en fait, il y avait des revendications qui sont commencées à émerger à être exprimées à partir de cette première conférence. Et c'est là où on s'est dit, bon bah, je pense qu'on tient quelque chose et qu'il faut qu'on le développe. Donc Think Tanger, si tu veux, c'est un projet qui a énormément évolué les 7 dernières années. Ce parce que notre interaction avec l'espace urbain a fait que, au début, on n'avait pas d'espace, on n'avait pas de lit, on avait des bureaux à Technopark Tanger, ce qui était intéressant aussi pour nous. Oui, parce que c'est un vrai bain en soi. Oui, c'est un bain de créativité où t'as des gens qui travaillent dans la tech, dans l'innovation, etc. Nous, on était la seule organisation culturelle à l'époque et la première à Technopark. Aujourd'hui, il y a d'Abba Théâtre aussi qui sont installés là-bas depuis quelques temps. Je voulais pas non plus que ce soit un projet qui ait purement de la discussion et des forums et des idées parce que la culture étant notre axe principal, on a imaginé des formats, on pourrait intégrer la parole d'artiste dedans, et donc on a fait des résidences d'artistes, on a organisé une exposition, voilà, tout ça pour la première année. Au bout d'un an et demi d'exercice, on s'est arrêté pendant 6 mois. C'était des 6 mois de réflexion. Parfois, on croit qu'on est beaucoup enfermé sur nous. En fait, non, on n'est pas beaucoup enfermé sur nous. Cet atelier, c'est un espace aussi de vie. Pendant 6 mois, on a fait venir des architectes, des anthropologues, des artistes, que ce soit de Tanger, que ce soit des chercheurs qui ont travaillé sur Tanger, qui sont des Marocains ou pas des Marocains. On a eu des gens de Harvard, on a eu des gens de ETH Zurich. Et en fait, l'idée, c'était comment on peut aborder les questions des villes aujourd'hui, de la vie sociale dans l'espace urbain, d'une façon différente.
Alors à la fois vous pensez la ville Tanger en tant que telle, mais vous pensez aussi la ville en développement en général et la ville universelle dans tout ce qu'elle peut être. Bien sûr, parce qu'on pense aussi que, enfin, le développement de Tanger n'est pas exclusif à Tanger. Tanger fait miroir aujourd'hui à tout le développement néolibéral, qui se passe d'ailleurs partout dans les grandes métropoles africaines et métropoles du sud non occidental, et qui fait écho aussi à ce qui s'est passé en Europe et dans l'Occident dans les années 60-70. Donc, en fait, on regarde pas Tanger qu'à travers le prisme de Tanger. On regarde aussi Tanger à travers ce qui se passe dans le monde. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait beaucoup d'ateliers, par exemple, avec des architectes qui viennent du Caire. Parce que l'informel, la question de l'informel, quand on compare Tanger avec le Caire, ça résonne. Avec le Mexique, avec Marseille. Tanger n'est pas enfermée sur elle-même, et donc on pense la question, et je pense que même d'autres villes ont à apprendre de ce qui se passe à Tanger. Parce que Tanger, dans les années 80-90, ça a été un exemple d'apathie et il ne se passe rien et de fermeture, pour des raisons politiques, pour des raisons sociales aussi, mais depuis les années 2000, c'est quand même un exemple de dynamisme et de développement, voire même de surdéveloppement, on va dire. Exactement, c'est un surdéveloppement qui est très brutal en fait, qui est à applaudir parce que effectivement ça crée énormément de possibilités de travail, d'emploi, etc. Mais bon, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quel type d'emploi qu'on crée. Enfin, on a créé une sorte de moyenne classe à Tanger fictive qui vit sur des crédits, qui vit sur des salaires de 3000 dirhams par mois en famille. Donc il y a les pour et les contre évidemment, mais effectivement il y a un chamboulement urbain à partir des années 2000 qui se passe à Tanger, qui est intéressant, alors exemple je sais pas, mais qui est intéressant à décortiquer et comprendre ces sillages pour un peu mieux appréhender ce qui risque de se passer. Alors Think Tanger a été fait pour ça, décortiquer, appréhender, comprendre. Exactement, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu plein de choses. On a vu plein de choses. On a vu, alors déjà, au bout de la deuxième année, quand on a fait cette période de réflexion, l'une des premières, alors pause projet public, on va dire, parce que nous, sur le quotidien, on continue à travailler, on est une association, donc on fait de la levée de fonds, on continue, etc. Donc cette pause de réflexion, on va dire, la résultante étant que on peut pas aujourd'hui nous parler de Tanger si on reste enfermé sur nous-mêmes dans ce centre-ville, qui, comparant à d'autres villes au Maroc, est un centre-ville assez populaire. Et c'est génial, je trouve, comme caractéristique d'une ville métropole aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est métropole. On a gardé le centre-ville un peu dans sa nature, même s'il y a des choses qui sont défigurées. Comme Marseille. Comme Marseille, exactement. Le centre-ville reste privilégié dans le sens où on a quand même des cinémas, on a des librairies, les restaurants pour sortir. Il y a un dynamisme du centre-ville qui est, bon, à sa taille, mais qui est là. Et on peut pas, nous, se dire Think Tanger si on s'est restreint à cet espace de la ville. Donc en fait, la résultante de ces six premiers mois, c'était d'aller explorer ce que c'est vraiment Tanger. Les banlieues. Les banlieues. Le suburbain. Les suburbains, exactement. Et c'est là où vraiment les découvertes sont enchaînées l'une après l'autre, parce qu'on a commencé un partenariat, donc avec une fondation, qui travaille sur les questions d'autodéveloppement communautaire, et pas vraiment de self-development, pas le empowerment, c'est pas du tout la même chose, et qui, eux, travaillaient avec une communauté qui se trouve à Denis Makada, dans un quartier informel qui s'appelle Zuitina. C'est un petit quartier de 500 habitants, même moins, et qui disposait d'une jeunesse incroyable, des jeunes qui veulent changer le quartier, qui voulaient faire des choses, qui ont commencé à faire des initiatives. L'une qui était assez incroyable, c'est qu'ils ont récupéré un garage d'un voisin, qu'ils l'ont transformé en une sorte de centre culturel communautaire. Tout ça propulsé par la communauté elle-même, accompagné par le travail de Temkin. Et donc nous, on arrive dans ce processus. Et en fait, là où il y a eu vraiment une vraie leçon pour nous, en tout cas, c'était, on a poussé la question de l'importance, ou du moins la question qu'on se pose souvent, est-ce que l'art et la culture sont des choses importantes dans des vies des gens qui sont pauvres, qui ont, d'autres choses à faire. Qui ont d'autres choses à faire. Ça, c'est vraiment une question, une question mythique qui détériorise tout le travail qu'on fait. C'est une question bourgeoise, en fait. C'est une question extrêmement bourgeoise, et en fait, les gens, ils veulent ça. C'est incroyable. Quand on était dans les quartiers, et nous aussi d'ailleurs, on souhaite ça, et quand on est dans les quartiers, tout le monde veut s'exprimer. En fait, tout le monde souhaite s'exprimer aujourd'hui sur sa condition. Et donc, Think Tanger, à ce moment-là, jouait le rôle d'amplificateur.
C'est-à-dire on amplifiait les voix qui existent déjà dans le quartier. Et comment on faisait ça? C'est que pendant 2 ans, on a mené des ateliers. Il y avait 7 ateliers, 6 ateliers qui étaient un atelier de radio. Donc on a créé une radio communautaire dans Zwitina. On a formé 5 personnes qui aujourd'hui viennent toujours nous prêter les Zooms pour aller enregistrer des émissions, etc. On a fait de la psychogéographie, c'est-à-dire la découverte du quartier à travers les sens et non pas à travers des points pragmatiques. Et donc raconter des histoires des quartiers à travers les jeunes du quartier, justement. Des ateliers vidéo. En fait, donc on a pendant 2 ans, on est parti dans cette sorte on a vraiment un processus d'innovation socio-culturelle. Aujourd'hui, je vais dans ce quartier, tête haute, en connaissant tout le monde, en n'ayant pas peur d'accéder nulle part, et avec une aisance d'esprit qui est incroyable. Et en fait, c'est ça le shift qui s'est opéré. Et je pense que c'est là où la résonance de Think Tanger, elle est forte. Elle est parfois forcément dans le centre-ville, mais elle est cachée. Aujourd'hui, on peut parler mieux de Think Tanger quand on va à Blimakada, à Zwitina, que ici au centre-ville. Parce qu'il y a eu une sorte d'effervescence autour de la question de l'importance des outils culturels, des outils artistiques de création sur l'amplification des voix des gens, en fait, des revendications. Donc Think Tanger, pour penser le développement de la ville, c'est délocalisé dans la ville qui se développe. Et en fait, vous avez quitté les préoccupations du centre-ville, qui sont des... Je laisse crier le goéland. Les goélands de Tanger sont très dynamiques. Vous avez quitté les préoccupations très historico-petites bourgeoises du centre-ville pour aller vers là où les choses se développent, c'est-à-dire le suburbain. En fait, on n'a pas non plus quitté le centre-ville. L'idée, c'est ça, justement. Dans les objets d'études, on va dire. Bon, ça nous a vraiment pris du temps pour mettre ça en place, mais je pense que c'est en train de prendre forme. Mais on n'est pas exclusif à une région ou à un sujet, mais on essaie que le même sujet soit transversal à différentes strates. Quand je dis différentes strates, pas forcément de la société, mais différents strates de personnes, c'est-à-dire que ce soit des associations de quartier, ou des gens du centre-ville, ou le monde universitaire, ou le monde de la recherche. Nous, on navigue dans ces différents sphères. Tout à fait. Donc on n'a pas quitté le centre-ville, au contraire, on a proposé une programmation culturelle pour le centre-ville. Cette programmation, c'était une fois par mois à l'époque, on organisait des rencontres ici à l'atelier avec des chercheurs, des sociologues, des anthropologues, des artistes sur des sujets qui nous intéressent le plus. Alors il y a eu des rencontres formidables. Tu peux nous en donner quelques échantillons? Oui, je peux les plus marquants. donner quelques échantillons. Tout récemment, par exemple, il y a eu une rencontre avec, ça c'est la toute dernière rencontre. J'ai commencé par la fin. Avec Soufiane Hennani, qui est chercheur et podcasteur, qui a une super plateforme de podcast qui s'appelle Mashirujula, qui traite sur les questions des masculinités toxiques, et Sonia Tarab, qui est romancière, filmmaker, réalisatrice, et aussi l'une des initiatrices du mouvement pour l'abrogation de l'article 490, qui criminalise le sexe sur le mariage. Et en fait, il y a eu une discussion entre ces deux sortes de figures de résistance aujourd'hui contemporaine du pays sur la question de à qui appartient l'espace public. Qui a le droit d'accéder à cet espace public. Et c'était une conversation d'ailleurs qui s'est déroulée entre beaucoup de Darija et le français, c'était incroyable. Donc ça c'est la plus récente. Ça c'est plutôt au format débat, discussion, débat d'idées. Mais il y a eu une rencontre avec Omar Nagati, qui est un éminent chercheur et urbaniste qui est basé au Caire, qui a un studio de recherche en urbanisme sur le monde arabe qui s'appelle Cluster Cairo. Il y a eu une rencontre avec Ito Barada sur son travail d'artiste sur Tanger, sur des changements qu'elle a documentés à Tanger. Donc c'est vraiment Yolande Benaroche sur les ouvrières. Alors Yolande Benaroche c'était sur le quartier de Bershifa. Bershifa et les ouvrières de Bershifa. Exactement, les ouvrières de Bershifa. Aujourd'hui, on finit par travailler avec le quartier Bershifa. Donc ça c'est un peu le spectre Drisk Sikas sur la question de la rébellion dans la société, comment être un rebelle dans une société. La subversion. La subversion, il a sorti un livre tout récemment, le titre m'échappe. C'est pour ça qu'on avait invité. Voilà, ces sujets qui nous intéressent, qui sont finalement pas que la ville pour nous c'est notre théâtre, mais dans le théâtre il y a plein de personnages, il y a plein d'éléments qu'on y apporte. Et ça représente un petit peu, Mais c'est une proposition quand même franchement alternative. Alternative par rapport à quoi? J'attendais cette question. Alors c'est la question, voilà. L'indiscipline, pardon. Oui, l'indiscipline. Les sentiers de l'indiscipline. Alternative par rapport à un conservatisme général, ambiant. Est-ce que ce conservatisme
est populaire? Est-ce que ce conservatisme tient au Marzen? Ça, on ne sait pas. C'est l'un qui tient à l'autre, sans doute. Mais vous avez une proposition qui est alternative et qui rentre finalement dans le portrait de ce Maroc d'aujourd'hui aussi. Oui, on peut dire ça, je pense. Après, comment dire? Je pense aujourd'hui quand même, on est une nouvelle génération. Ça, c'est sûr. À Tanger, c'est assez particulier parce que il y a eu un désert quand même à un moment donné de tous les artistes qui sont partis de Tanger. Il y a plus là, heureusement, il y a eu la cinémathèque à un moment donné, des librairies qui ont fait un super travail, mais par rapport à l'échelle de la ville, par rapport aux millions qu'on est devenu aujourd'hui, l'offre, elle est très pauvre. Je dis pas ça pour diminuer de travail quoi que ce soit. Au contraire, je suis très salutaire de ce qui se faisait. Mais je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est très mondialisée, qui est connectée avec toutes les outils technologiques dont on dispose. Aujourd'hui, on va dans le fin fond d'un quartier de plus pauvre à Tanger, je risque d'avoir une conversation sur au moins des figures qu'on va connaître avec cette personne-là parce que on est tous sur les réseaux sociaux et parce que. Avec cette nouvelle dynamique, on va dire. Cette nouvelle dimension. De réseaux sociaux, d'accès à un savoir mondial, où tu peux être connecté aux États-Unis, ou je sais pas quoi, à la culture new-yorkaise. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à en fait, qu'est-ce qu'on crée à partir de là? Quand je suis revenu m'installer à Tanger, je suis aussi revenu avec un petit background que j'avais accumulé lors de mes voyages ou de travail qu'on avait accompli à Marrakech, donc dans ce lieu au lieu 18 qui est aujourd'hui d'ailleurs l'un des lieux les plus alternatifs au Maroc, c'est vraiment le 18 à Marrakech. Le 18 Dar Ferran, qui continue son travail à être le lieu le plus vraiment décalé par rapport à la proposition culturelle, et j'ai appris aussi de ce lieu l'idée de l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on se doit, avec notre époque, de réinventer. Je sais pas si on réinvente, mais en tout cas de proposer des choses et de les tester. Parce que parfois ça va marcher. Nous, on a fait tel programme qui n'ont pas tenu parce que c'était pas forcément la proposition adéquate pour là où on se retrouve. Et c'est pas grave, on va changer, on va évoluer dans ça. L'important, c'est d'essayer et d'essayer de trouver son temps. Bien sûr, et en fait, je pense que, comme moi, ma remarque aujourd'hui à Tanger, c'est qu'il y a très peu de choses qui représentent leur temps dans cette ville. En tout cas, c'est très difficile. Mais bon, après, peut-être c'est juste moi, hein, c'est parce que je voyage énormément. C'est un diagnostic que tu nous fais, c'est que Tanger, finalement, est une ville qui, malgré tout, est un peu restée bloquée. En fait, oui et non, c'est ça le truc, c'est qu'on avance à deux vitesses extrêmes. En fait, en termes de consommation, Tanger est devenu un temple aujourd'hui. On vient pour consommer, on vient pour sortir, il y a les malls. En fait, on a développé l'idée de la métropole sur la question de consommation. On a créé des nouveaux consommateurs. C'est ce un peu le nouvel asservissement aussi. Exactement. Mais culturellement, l'investissement qui a été apporté à ces infrastructures économiques n'a pas été un O2 qui pousse à la consommation, a été complètement déserté quand il s'agit de la question culturelle. Et pourtant, on trouve des petits théâtres dans les quartiers, on trouve des petites infrastructures, institutions de gestion culturelle dans les quartiers aussi. On trouve maintenant de plus en plus de musées et d'espaces. Je trouve qu'il y a beaucoup d'espaces où on peut s'exprimer, où c'est possible. Beaucoup plus qu'il y a 30 ans. Énormément plus. Je dis pas qu'il y en a pas. Je dis qu'effectivement, il y en a. Il y a une offre aujourd'hui qui existe. Mais est-ce qu'elle est vraiment adéquate aujourd'hui? Est-ce que c'est pas des coquilles vides? Est-ce que c'est pas des coquilles vides? Sans savoir, oui. Alors on sait qu'on a l'habitude dans ce pays à investir massivement dans le bâti et que ensuite, la preuve, on a un grand palais des arts et de la culture, ça fait 4 ans qu'il est fermé, alors qu'on peut accueillir 5000 places ou 6000 personnes. Ne citant que cet exemple, évidemment, il y a les musées de la Casbah aujourd'hui, c'est super. Moi, j'adore quand je me balade là-bas. C'est très bien. Mais on est dans une métropole. Aujourd'hui, on est dans une ville qui s'est métropolisée. Mais il y a les propositions, l'atelier Kissaria, il y a la proposition Al Mahal, il y a quand même des propositions alternatives très contemporaines, diverses et variées, petites, plus ou moins grandes plutôt, mais qui existent et qui sont là et qui créent une dynamique. Le cinéma Rif, la cinémathèque. Oui. Pour ne pas me faire mal comprendre, je ne dis pas le contraire. Et c'est très bien. Et heureusement que ces initiatives, surtout les dernières années, elles ont émergé dans Think Tanger, etc. C'est pas ça la question. C'est bien d'avoir nos petites initiatives par-ci par-là, à part la cinémathèque qui est quand même l'institution.
Moi, je une parle institution de visibilité. Après, oui, toujours. c'est-à-dire que c'est vraiment, voilà, c'est là. Physiquement, c'est présent. Le fait d'avoir ce bâtiment, le fait d'être plein centre-ville, etc. Il y a eu Cet impact. en fait, ça a mis Tanger aussi sur une carte. Vraiment, la cinémathèque de Tanger. Et il nous manquerait d'autres projets aussi importants que ça, je pense. Faut-il encore dire que pour une ville de aujourd'hui 2 millions d'habitants, d'accord, parce que c'est un peu les chiffres non officiels qui ne sont pas déclarés, avoir une cinémathèque, un atelier, ce n'est pas représentatif de ce que devrait être une métropole. C'est pas New York. Voilà, c'est pas New York. Bon, après, on va pas jusqu'à New York, tu vois. Moi, je dis juste des vrais musées municipaux, des choses où, en fait, les artistes pourront... Une ville comme Marrakech aujourd'hui, d'ailleurs, et ce qui se passe à Marrakech aujourd'hui en termes de culture, je trouve ça extraordinaire. Parce que il y a une effervescence. Après, bon, c'est le côté tourisme qui fait que... Voilà. Marrakech est très critiqué parce que finalement, il y a tout le côté bling-bling ou tourisme de masse, les deux qui sont opposés d'ailleurs, qui sont extrêmement visibles. Mais il y a une vraie proposition alternative par ailleurs, qui est totalement étouffée. Mais qui est née aussi grâce à cette propulsion malheureuse. Enfin, pour moi, il n'y a pas... C'est pas l'un contre l'autre. C'est pas l'un contre l'autre. Ensemble. Ça, en fait, ça, le fait qu'il y a beaucoup de touristes, le fait qu'il y a cet aspect hyper bling bling de Marrakech, a fait ramener des gens aussi qui ont été des curateurs des grands musées, des choses, des événements qui sont plugués à ça, le 154, la Biennale de Marrakech à l'époque, En Marche, le festival de danse contemporaine. Donc, en fait, ça a fait que je ne souhaiterais pas le même développement pour Tanger, bien évidemment. Je n'ai pas envie que cette ville se transforme en matière touristique, mais en fait, on manque réellement d'infrastructures dans cette ville culturelle. C'est un manque énorme. On va pas sortir manifester dans les rues pour ça, mais je trouve qu'on a la chance d'être dans une ville qui a un potentiel énorme. بعتمتك يا ليل ملي
s'est passé dans ce quartier au fond de Beni Makada, ce qu'on appelle villa dans le terme parisien, c'est-à-dire un quartier fermé, ou d'herbe en termes marrakchi. Zwitina, c'est ça? Zwitina. Ils ont créé dans leur garage leur petit centre communautaire culturel. Est-ce qu'il n'y en a pas plein partout? Il y a plein d'initiatives. Et que l'on connaît pas. Oui, heureusement que la société civile dans cette ville, elle fait un travail extraordinaire. Sincèrement. Et c'est là, pour répondre à ta question de tout à l'heure, ce qu'on a découvert, c'est qu'on a découvert aussi qu'il y a des gens qui se donnent à bras le cœur et qui se mettent dans tous les états pour faire réussir des choses. Et heureusement qu'ils sont là. Et la ville change grâce à ça aussi, et évolue grâce à ça. Donc oui, il y a des initiatives. En fait, je ne dis pas que c'est pas des initiatives suffisantes ou quoi que ce soit, c'est juste la nuance que j'ai envie d'apporter, c'est que il nous faut de la volonté politique beaucoup plus importante, qui n'émane pas que de la société civile, qui est une volonté qui travaille en corrélation, or que parfois on a l'impression que les autorités nous regardent comme si on travaillait contre, mais on travaille pour. Et donc, s'il n'y a pas de vraie volonté politique à investir plus dans l'éducation culturelle, dans la sensibilisation, dans le sens critique, ça va être très compliqué, quoi. Mais oui, culturellement, il se passe aujourd'hui effectivement plein de choses, il y a plein de choses, projets qui émergent un peu de partout. Il y a une offre qui se renouvelle à Tanger qui n'existait pas il y a 6 ans, il y a 5 ans. Moi, je le remarque. En tout cas, je pense qu'on est sur une bonne tangente aujourd'hui, à Tanger. Est-ce que les autorités ne profitent pas, justement, en disant, nous, ça, on sait pas faire. On est les détenteurs, les conservateurs, les gardiens d'une culture classique. Et tout ce qui est alternatif et nouvelles propositions, pour mieux comprendre notre société aujourd'hui, est une affaire universitaire ou de ces espaces différents, comme l'atelier. Donc, on vous donne carte blanche. On vous empêche pas de travailler. On vous donne carte blanche pour faire le boulot. Il y a pas de raison à nous empêcher de travailler. C'est pas forcément les autorités, en fait, qui sont, les autorités, c'est-à-dire la wilaya, ou les muqaddam, ou c'est pas ça qui bloque le plus. Mais c'est l'infrastructure administrative de ce pays qui fait que on passe 80% de notre temps dans la gestion administrative que dans faire ce qu'on doit faire. Alors si tu vas en France, tu passeras 95%. Excuse-moi, mais pour éviter toute comparaison avec la France, on n'a pas d'organisme de soutien, de formation. C'est débrouillez-vous. Et au-delà de ces débrouillez-vous, aujourd'hui, quand tu es une association au Maroc, et ben en fait, tu fais 3 fois le boulot. Aujourd'hui, on doit nous déposer nos comptes, le banquier qu'on paye avec toutes les commissions qu'il gagne, parce qu'on fait quand même rentrer de la devise dans ce pays, peut du jour au lendemain bloquer notre compte parce qu'il considère que il y a un document qui manque et que on est une association et qu'en fait parce qu'on est une association, on est risque à faire du détournement, du blanchiment ou quoi que ce soit. Donc peut-être que le risque dont on se méfie au niveau des autorités, c'est que on fasse pas de l'idéologie extrémiste ou ce genre de choses. Et très bien, heureusement d'ailleurs que ça existe, mais il faut pas qu'on soit tous dans le même. Il y a des systèmes de vérification et on peut pas être tous mis dans le même panier, c'est pas possible. En plus, avec les changements de législation, une année, il faut qu'on rentre notre statut d'association dans un truc qui s'appelle l'ICE, l'identification fiscale. L'année d'après, je dis, en fait, non, ça sert à rien, il faut l'enlever. Ça nous prend 6 mois pour faire ce genre de choses. Quand on va déposer des documents pour la déclaration de notre assemblée générale, là, c'était une fois tous les 3 ans pour avoir un document de légalité quand le récépissé final. Maintenant, c'est tous les ans. Ça veut dire qu'en fait, pendant 6 mois, mon association, elle est monopolisée pour tourner la machine. Ouais, et surtout qu'elle est fragile, c'est-à-dire que demain, on fait un événement à l'extérieur, il y a quelqu'un qui vient donne le dernier statut d'association. Si on ne l'avait pas parce que l'administration ne l'a pas délivré, on se fait bloquer notre travail. Donc en fait, c'est pas forcément les autorités, je dis, c'est toute une structure juridique qui fait que notre travail, il est 10 fois plus compliqué que si j'avais une entreprise. Clairement. Est-ce que vous ne prenez pas un peu le rôle localement ancré de ces grandes fondations internationales qui œuvrent pour le développement d'une pensée libérale telle que Drossos ou nous on travaille on est financé par Drossos. Est-ce qu'on prend pas le rôle? Non, on prend pas le rôle, Non, le relais à niveau local, vous êtes l'équivalent avec un ancrage local, voilà. Peut-être ça pourrait être vu ou analysé comme ça, mais c'est pas à partir de ce point qu'on acte. Enfin, nos actions sont claires. Ce qu'on a envie de faire dans cette ville, c'est clair. On a des idées, on a des envies, on veut être, acteur qui participe dans le dynamisme de cette ville, avec la diversité dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. S'il y a des fondations, des gens qui souhaitent se joindre à nous pour être force motrice, marhaba, tu vois, welcome.
Sachant que franchement, quand même, les dernières années, on a développé un réseau qui est plutôt pas mal, qui n'est pas un réseau justement fermé sur des fondations européennes, mais on travaille beaucoup avec, par exemple, AFAR, le Fonds arabe pour l'art et la culture, avec le Maouli Taqafi, avec le Caire, avec le Cameroun. Là, dans 2 mois, je vais à Accra, au Ghana, pour développer des partenariats. Donc, on a développé un réseau qui est immense, et c'est juste dommage de devoir faire ce travail d'une manière solitaire. Alors quand je dis solitaire, pas forcément dans le secteur culturel, parce qu'on travaille quand même en corrélation. Vous êtes inscrit quand même dans un réseau au Maroc. Inscrit dans un réseau qui travaille ensemble, qui réfléchit ensemble. Oui, alors il n'y a pas de réseau tel quel. Oui, mais il y a un truc informel, évidemment. Là, on travaille beaucoup avec Mahal, avec la Cinémathèque, avec le 18, avec Cultagra. Théâtre. Avec Daba Théâtre. Il y a des gens qui ont participé à Think Tanger et on veut aussi bien rendre ça possible pour d'autres personnes. Donc parfois on voit des nouvelles générations, des gens qui veulent commencer des choses, on essaie de transmettre ce qui nous a été transmis. Alors après ces 2 années de conférences, de rencontres, où vous avez donné la parole à des spécialistes de la chose qui vous intéresse, donc cette façon de penser la ville, l'espace urbain et l'avenir urbain, que s'est-il passé ? Puisqu'on avait une démarche chronologique, autant continuer. Alors, autant continuer. Donc, on s'est dit, en fait, on va maintenant fonctionner par cycle de réflexion. Pour qu'on part pas dans toutes les directions, parce que parler des villes, c'est hyper large. Donc, on a essayé d'affiner des sujets. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on est sur le 3e. Le 2e, donc après avoir fait ce brainstorming avec tous ces gens, on a travaillé sur la question de l'informel pendant 2 ans. En fait, c'est ça qui est encore intéressant, je pense, qui s'est développé d'une manière naturelle, organique. Donc on a tout un cycle qui s'appelle les utopies de l'informel. La revue Macan en fait un témoignage. La question de l'informel s'est développée parce que nous-mêmes, on travaillait avec un quartier informel. Et donc on voyait qu'il y avait tout Tanger, d'ailleurs l'économie de Tanger est une économie informelle, avec Casabarata. Et donc on s'est dit comment c'est vécu peut être sujet, débattu, et rendu plus scientifique, entre guillemets. Comment peut-on évaluer l'informel ? Évaluer, ou plutôt comment on peut, en fait, reparler de la question de l'informel d'une manière plus juste, parce qu'on regarde l'informel comme quelque chose à éliminer, c'est pas bien, etc. Or qu'il existe dans l'informel. L'informel, c'est quoi? L'informel, c'est une réponse que les gens ont eux-mêmes menée face à l'incapacité de l'État à répondre à ces sujets-là. Donc le logement, il n'y a pas de logement, on construit dans notre maison. L'économie, il n'y a pas de travail, je vais faire un petit auto, je vais sortir vendre, etc., etc. Et donc on se débrouille. L'idée aussi, c'est comment regarder l'informel comme une technologie sociale. La définition de la technologie, c'est 2 cerveaux qui se mettent à travailler ensemble pour produire quelque chose. Et donc, on a découvert que l'informel est en soi une technologie. C'est une technologie sociale qui est proposée par les gens. Et ça, c'est un sujet qui est vraiment né parce que nous, on était dans les quartiers et on a vu ce qui s'est passé. Et avec les gens du quartier, on les a invités. Et on a décidé qu'ils participent à nous proposer un cycle de réflexion. Et la question de l'informel est née à partir de là. Et donc, du quartier, cette question est partie dans différentes strades et est arrivée à être discutée dans les sièges de Think Tanger, à l'atelier au centre-ville, dans les universités, puisqu'on a fait des tournées dans les écoles d'architecture ici. On a fait inviter le Caire qui sont venus ici, on est parti au Caire. Donc ça, c'est une de sortes de méthodologies aujourd'hui de Think Tanger, mais pour revenir à ta question, il en est sorti de cette pause, ce cycle, qui a duré 2 ans, qui a intégré le travail qu'on faisait plus, qui aujourd'hui est intitulé les ateliers cités. Donc les ateliers cités, c'est tout un programme que Think Tanger mène en collaboration avec les différents quartiers périphériques de la ville de Tanger. Il en a résulté la revue Macan. D'ailleurs, on travaille sur le 2e numéro actuellement, qui a été publié dans pas très longtemps. Et il en a résulté des résidences d'artistes. Donc on a fait aussi des gens qui sont venus créer dans ce cadre-là. C'était vraiment une pause nécessaire pour relancer, on va dire, 2 ans de travail ensuite. Et évidemment, la levée de fonds qui est intrinsèque à tout projet culturel. Et aujourd'hui, on vient à une phase où tout est en reconfiguration, encore une fois. Donc tous les 2 ans, vous mutez. Tous les 2 ans, on mute, mais là, la mutation de cette fois-ci, elle est là parce qu'on a franchi les caps des 7 ans. Et je pense que c'est quelque chose de symbolique parce qu'en fait, je travaille plus avec les mêmes gens qu'il y a 7 ans, parce que les méthodes de travail sont différentes, parce que les envies sont différentes, parce que les rencontres sont différentes, parce que les fonds qu'on gérait à l'époque ne sont plus les fonds qu'on gère aujourd'hui. Et donc là, on est en pause depuis quelques mois. Enfin, en pause, c'est-à-dire on n'est pas en apparition publique depuis quelques temps. On travaille avec une consultante récemment pour nous aider à dépasser cette étape.
Et je lui dis, mais en fait, je sens vraiment qu'on est dans une étape où, tu sais, le serpent qui change de peau. Je sens qu'on arrive à une étape de maturité aujourd'hui, surtout avec l'ouverture du nouveau lieu. Et que tout est en train de bouger, ou plutôt aussi de s'installer. Tu vois, donc les programmes dont je te parlais qui ont évolué, bah maintenant on trouve des noms. Toutes les quartiers, tout le travail du quartier, ça s'appelle les ateliers cités. Les résidences d'artistes restent les résidences d'artistes. L'atelier se transforme et devient le Tanger Print Club, parce que l'atelier va être 100% dédié à la question d'édition indépendante et de l'impression artisanale, donc la sérigraphie, la lithographie bientôt. Le kiosque qui va être un lieu de convergence de toutes les programmations de Think Tanger, donc c'est un lieu de diffusion. Tous ces projets auparavant s'incarnaient, se matérialisaient dans l'atelier Kissaria. Oui. Maintenant, ça va se focaliser sur le kiosque. Ça va devenir le kiosque. Le kiosque, ça va devenir la partie visible de Think Tanger. Exactement. Alors, ça va c'est être quoi la façade. Et c'est où? Et c'est quoi? C'est comment? Qu'est-ce que le kiosque? Qu'est-ce que le kiosque? Alors, le kiosque, c'est dans le 14 rue Velasquez. Ce qui est drôle pour moi, parce que je reviens dans cette rue. En fait, c'est un lieu de convergence des différents programmes de Think Tanger. Maintenant, comment on regarde le kiosque? C'est un lieu de diffusion. C'est pas un lieu d'exposition. C'est vraiment un lieu alternatif. Ça veut dire, c'est pas une galerie d'exposition. Le kiosque, c'est un espace. En fait, c'est comme le nom l'indique. C'est pour ça que j'avais imaginé cette idée du kiosque. Le kiosque, c'est un peu cet objet urbain. De passage, où on vient s'informer, en fait. On s'arrête pas dans un kiosque. Mais si. Moi, je m'arrête dans un kiosque pour acheter des journaux, pour prendre un guide de la ville. Au Portugal, tu peux boire un petit verre à côté de ton kiosque, il y a une chaise. Donc, c'est des lieux un peu hybrides qui parasitent l'espace urbain socialement. Ça veut dire c'est des lieux qui changent un peu la sociabilité d'un espace urbain puisque ça devient un centre d'intérêt. Et l'idée de ce lieu, c'est que exactement ça, c'est que c'est un lieu où on vient s'informer sur ce qui se passe dans la vie. On vient se documenter parce qu'il va avoir un espace dédié, un espace librairie, mais alors une librairie spécialisée dans des questions qu'on défend. Ça va être un espace d'exposition aussi. Alors, on entend tout ça, hein. Le lieu n'est pas non plus, c'est pas un 500 mètres carrés, hein. Enfin, c'est un 200 mètres carrés, donc c'est pas mal. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme, mais c'est difficile de faire rentrer tout ça en même temps, mais l'idée, c'est que ça soit un lieu dynamique qui reflète un peu, en fait, à l'image de Think Tanger, qui change, parce que demain, il y a une exposition, on va tout changer. Demain, il y a une rencontre, on va s'adapter à la rencontre. Il va y avoir une petite cafétéria aussi, pour boire un petit café, pour lire un petit livre qui traîne à côté. Un lieu où l'on peut aussi faire des ateliers. Voilà, le kiosque, c'est un peu tout ça. L'atelier Restali en tant que tel n'existe plus. Et tout ça est géré par l'association qui est aujourd'hui devenue Think Tanger, est devenue cette association culturelle qui gère le kiosque, le Tanger Print Club, la résidence d'artistes, parce qu'on a un appartement de résidence qui s'appelle le deuxième étage, parce qu'il est au deuxième étage du kiosque. Ça, c'est les lieux qu'on gère, donc 3 espaces. Et un programme culturel qui se déroule dans le kiosque, qui est un programme de rencontres et de débat des idées, d'expositions et d'ateliers participatifs, donc des ateliers qui sont larges, et des ateliers radio par exemple. On va avoir une plateforme radio mobile, des ateliers de cuisine, comment on peut cuisiner ensemble. En fait, il va y avoir vraiment des propositions très très décalées pour le coup. On a besoin des espaces qui nous rassemblent, des espaces où on peut se rencontrer, on peut voir autrui, on peut être d'accord, être pas d'accord, mais on a besoin des espaces qui nous regroupent et qui sont pas des espaces commerciaux. C'est-à-dire, c'est pas des espaces où on vient dépenser dépenser son argent. Où on ne vient pas que si on a de l'argent. Où on vient pas si on a de l'argent. Parce qu'on peut dépenser son argent au kiosque, hein, il faut qu'on vive. Mais qu'on vient pas, pour une raison unique qui est dépenser son argent. Et ces lieux-là, on n'en a pas beaucoup. C'est des lieux de sociabilité. Juste en bas de chez vous, il y a le labo. Le labo, ça s'appelle? C'est Live Room. Live Room. Alors, en fait, cette zone, ça va devenir la zone Live Room. Le Art District de Tanger. Live Room, les Insolites, Zaouia, Galerie Kent, les colonnes, de l'autre côté du boulevard. C'est un peu le hotspot. Le Théâtre Cervantes, l'Institut français qui va avec le consulat. Donc, ça va être un axe principal, je pense. Oui, tout à fait. Ça va être, on passe du Tanger, c'était le hotspot du Tanger by night au hotspot du Tanger by day culturel. Oui. He needs me. He doesn't know it, but he needs me. And so, no matter where he goes, though he doesn't care, he knows that I'm there.
needs me. I know that I am very bright, just to tag along. Oh, but right or wrong, I'm his, and I'm here, and I'm gonna be his friend or his lover, 'cause my one ambition is to wake him and to make him discover that he needs me. I've got to follow where he leads me, or else he never know that I need him, just as he needs me. Alors, il y a quand même ces lieux de réunion très forts. Le Live Room, c'est un lieu très puissant. Bien sûr. Beaucoup de jeunes y vont, beaucoup de jeunes s'y retrouvent, ils discutent. Ça existe quand même, là encore. Je ne dis pas quand nous on va venir, on va révolutionner quoi que ce soit, c'est vraiment pas mon discours. Au contraire. Je dis on est très content d'apporter notre petite pierre à ce que les autres font. De toute façon, Think Tanger a toujours existé parce qu'il y avait d'autres personnes qui ont existé avant nous et avec nous. On a beaucoup travaillé avec Live Room avant qu'ils aillent leur local, leur espace. On a d'ailleurs le même financeur. Mahal, on a beaucoup travaillé aussi avec Noah avant le lieu et après le lieu. On a toujours été En synergie avec les autres. mais ça, c'est un mot d'ordre, vraiment. On est dans la complémentarité, pas dans la compétition. Mais alors, ce que vous partagez avec le Live Room et peut-être moins avec les autres institutions, c'est cette préoccupation du suburbain avec une réelle implantation et un questionnement qui a un réel ancrage. Est-ce que se retrouver d'un seul coup dans le top centre du Tanger culturel ne va pas vous désancrer de cet avantage, de cette avance que vous avez sur le suburbain qui est tellement important, qui est tellement vivant, et c'est là où les choses devraient se passer maintenant? Alors, moi, j'avais ma théorie par rapport à ça. Eh ben, je t'ai bien fait de poser la question, alors. Parce que, déjà, en tout cas, ça nous concerne. Le Live Room, ils ont un réseau extraordinaire. Des jeunes qui viennent de tout Tanger. Et en fait, les jeunes, aujourd'hui, ils ne veulent plus rester dans le quartier. Ils veulent sortir. Ils veulent voir autre chose. Ils veulent venir au centre. Ils veulent avoir un lieu qui n'est pas... Faut pas ghettoiser. Faut pas ghettoiser. Nous, on nous a posé la question, oui, quand vous faites pas un truc dans la périphérie, parce que on n'en veut pas. Nous, en tout cas. C'est pas notre rôle, en fait, de faire ça, hein. Et de deux, comme on imagine aujourd'hui Think Tanger, c'est une sorte d'archipel. D'ailleurs, c'est vraiment écrit quelque part dans le dossier, c'est une sorte d'archipel avec un îlot central. L'îlot central aujourd'hui, c'est le Tanger Print Club et le kiosque. Et l'archipel, les autres îlots qui existent, c'est les ateliers cités. Donc, c'est tout le travail qu'on mène en collaboration avec les quartiers partenaires. Et en fait, l'idée, c'est qu'on puisse créer nous-mêmes ce que certaines forces gouvernementales ont pas forcément mis ça aux premières préoccupations. C'est comment on peut décloisonner, mais pas que les gens des quartiers. Il faut décloisonner les gens du centre-ville aussi. Il faut qu'on aille découvrir ce qui se passe il faut qu'on crée des centres d'intérêt qui ne sont pas que dans le centre Tanger. Et le centre d'intérêt qu'on essaie aujourd'hui de créer, il est à Bershifa, il est à Bnimakada et il est à Zwitina. L'idée, c'est que le kiosque puisse être aussi une antenne de Bershifa, de Bnimakada, du centre-ville. Donc nous, on n'imagine pas l'un sans l'autre. J'espère que ça va être la force, en tout cas, de ce lieu, c'est de pouvoir montrer aussi tout le travail sous-marin qui fait par Think Tanger les 5 dernières années. C'est tout le travail qu'on a mené avec les jeunes. Aujourd'hui, quand on fait une rencontre ici, le public, on a réussi à avoir un public extrêmement mixte. Où je me dis, ok, je pense que on a réussi quelque chose. C'est qu'on va avoir un public, des gens francophones, des gens qui viennent parfois de Fès, de Casa pour assister aux rencontres et aux ateliers, des gens du quartier qui viennent, et donc ça crée un mélange des filles voilées, pas voilées.
C'est-à-dire quand on rentre à l'atelier aujourd'hui, et j'espère demain au kiosque, c'est qu'on se sente à l'aise là où on est. Qu'on ne construise pas d'une manière involontaire cette barricade psychologique qui fait que, tu dis, en fait, cet espace n'est pas le mien. Le kiosque encore, c'est un nouveau projet parce que c'est un nouveau lieu. Mais c'est juste une extension de 7 ans de travail de Think Tanger, c'est-à-dire que je pense qu'on a une force déjà par rapport à ça, c'est que nos communautés, ils existent déjà. Vous les avez créés. On les a créés. Il y a 7 ans de travail derrière. Il y a 7 ans de travail derrière, donc le kiosque, c'est une émanation, c'est un sorte de, lieu de convergence encore. Maintenant, on va plus se voir à l'atelier, parce qu'on est 5 à travailler ici, 6, parfois 7, et on c'est déjà encombrant. Encore quand on fait des ateliers, on est 20 personnes, ou des rencontres, on est 30 personnes. On déplace d'un lieu à un autre. Et j'espère aussi que les gens verront, ceux qui vont venir au kiosque, c'est pas que les gens du centre-ville ni quoi que ce soit, mais on va voir des jeunes un peu de partout, comme font très bien d'ailleurs le live room, comme font aussi le travail de la cinémathèque. En fait, il y a aussi quelque chose, c'est que tout le monde ne communique pas forcément sur un travail de fond que chaque institution fait. Là, il y a 2 semaines, on a fait un programme avec Mahal justement sur les questions de la médiation, de quelle langue parler quand on fait. Donc il y a des soucis qui se manifestent d'une manière assez prenante quand on fait des rencontres ou des choses, et qui sont redébattus entre nous, entre les institutions. La Cinémathèque, ils ont un programme magnifique qui s'appelle Qisas, qui est un programme qui est à l'éducation, au cinéma et à l'image. C'est pas un programme dont on entend beaucoup parler, mais il travaille avec tous les quartiers de Tanger aussi. Lycéens au cinéma. On travaille tous un peu en sous-marin et j'espère réellement que ce lieu, le kiosque, puisse être, pas que pour Think Tanger un miroir, mais que pour toutes les autres initiatives, être un lieu où on pourrait s'informer et voir comment s'est développé aujourd'hui Tanger à travers ses habitants. Et le rôle d'un podcast comme Détroit, c'est de mettre en avant tous ces travaux de sous-marins que vous faites et qui sont travaux admirables, il faut le dire. Allez, 2-3 petites exclusivités sur ce que va faire le kiosque. Juste pour le plaisir. En exclusivité, qu'est-ce que va faire le kiosque? Il y a une exposition qui est prévue vers la fin de l'année avec 2 activistes, je dirais, Nadia et Soumia, sur la question de la monoculture au Maroc, comment on détruit les terres agricoles et les cultures agricoles et les familles des agriculteurs en leur imposant un seul système de production, et là notamment les pommes dans le Moyen Atlas. Ça d'un côté, il va y avoir plein de Ça, c'est des collaborations. sujets hyper sensibles, hein. Oui, bien sûr. Parce que là, on touche On au adore. développement et au... Après, on a notre façon de dire sans parler. D'être acceptable. D'être acceptable. Ça, c'est les sujets les plus hypersensibles qu'on peut trouver, je pense. Oui, après, on joue avec les red lines. Mais c'est les plus importants. C'est les plus importants. Oui, bien sûr, c'est les plus importants. Et par exemple, Chamberbert, des sites comme la Relève et la Peste qui font un travail formidable, justement, sur tout ce qui est nouvelles cultures agricoles, et ils ont des difficultés colossales. La pensée libérale ne supporte pas ça. Bien sûr, il faut qu'on réussisse à s'immiscer là-dedans, tu vois, à notre petite échelle encore. Donc ça, c'est quelque chose qui est en configuration aujourd'hui. En fait, j'ai envie que le kiosque aussi, tous les réseaux de Think Tanger qui sont encore pas que du Maroc ou de l'Europe, mais tous nos amis du Liban, avec les éditions avec lesquelles on a travaillé, de la Palestine, avec laquelle on a beaucoup travaillé. Le 2e numéro de Makan porte énormément sur la Palestine comme idée d'abord. Le Maroc aura hissé haut le drapeau palestinien pendant la Coupe du Monde. Exactement. Et le kiosque continue, merci. Ouais, tout à fait. Donc il va y avoir des programmes un peu comme ça. On travaille aussi sur une collaboration avec Photokino, qui a un magnifique espace à Marseille, qui travaille sur les cultures visuelles sublimes ce qu'ils font. On va essayer de tisser un programme qui soit novateur, qui soit frais un petit peu, qui est destiné à tout public. Ça, c'est aussi très important, qui parle plusieurs langues. Mais je pense qu'on va commencer d'abord par une pré-ouverture du kiosque au mois de juin, j'espère. Petite, très modeste, en faisant familiale, avec un grand couscous pour tout le quartier et pour les amis du coin, avec le lancement de la revue Makan, du numéro 2. Ouais, parce que j'ai eu le numéro 1 entre les mains, qui est formidable, hein, c'est Merci un travail beaucoup. splendide. Tu m'en diras sur le numéro 2, il va avoir plein de choses que je pense vont beaucoup résonner avec toi. Le numéro 2, co-dirigé avec Ali Assaad, qui est un architecte palestinien qui est basé aux Pays-Bas. Et donc, on fait une sorte de communication entre le Maghreb et le Mashrek à travers ce numéro. Ça va être hyper intéressant. Donc voilà, on concocte un programme qui à la fois frais, de qualité intellectuelle et visuelle, qui certainement va
en tout cas j'espère, va perdurer au kiosque. Et voilà, on verra. Après, toute aventure a ses hauts et ses bas, et ses risques surtout. Mais vous faites ce que l'on attend d'une jeune association activiste culturelle, contemporaine. Vous faites le boulot, comme on dit. Merci Hicham Bouzid pour ce long entretien. Les plus passionnants et bonne chance au kiosque et à la nouvelle aventure de Think Tanger. Et vive les goélands. For Luca on the wavelength. Yeah, this one's for you. This one's for us. This one's for you. This one's for us. This one's for you. This one's for us, this one's for us. I stayed real restless for most of the night, tossing and I'm turning, waiting for daylight, waiting for my bite. I've been waiting for my right to crystallize this fun. Ce 23e épisode de Détroit était consacré au cofondateur et directeur artistique de Think Tanger, dont dépend le futur kiosque de la rue Velasquez et sa résidence d'artiste, le 2e étage, le Tanger Print Club et la revue Macan. L'entretien a été réalisé en avril 2023 à l'atelier Kissaria du Grand Soko. Numéro bricolé par Philippe Guiguet-Bologne, tout droit réservé. Merci à Omar Mtiwi pour les musiques des génériques, solo de lutte extrait de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi à Dargnawa de Tanger. Les musiques d'accompagnement sont de Mashrou Laila, El Bahar, avec Eric Truffaz, de Indy Zahra, He Needs Me, et de Felouka, Ask the Birds in Cairo avec MC Bolbol, toutes les trois choisies par Hicham Bouzid. عايزة أكبر عايزة أفرح عايزة أوصل للهلال عايزة أكون في جسمي 100 والهواء دايما جامد عايزة أكلم خالد ماسك قارب في الصالون وبرضه بارد هو ساند على صورة of an ideal world طول حياتها أمه شالت but I'm not her and I don't talk shit how you even heard وانتي مالك yo عايزة أفكر نفسي الطريق ماشي سالك عايزة أفك نفسي وافرش شقة في الزمالك wherever life takes me yeah I fall in love daily with the words, with the language. Ask the birds, they understand this. In Cairo, I'm coming home to you, yeah. بدون إذعان احنا ملوك الهيلمان عبينا في برطمان احلام ما تتقلش ما تخافش اكمن الكشف مش محتاج علام بدون الام شريط كتفلام عالريق والسلام بدون حمامة سابولنا القش سقعان بدون دجاجة بدأنا نبش من غير قفش بحكم الحاجة لقينا ايدينا في الكلبش بدون اعادة بس بالتقسيط قبنوري الارادة بالتسقيط ضد المية وضد النار بدون حراسة انتو بوري على الطاسة وانا وقار ماشي دايما بالكراسة مدمن افكار ولو محتار خليني اقولك المفيد جذوري اصلا بتعوم عند المحيط لاقوني قصدا بعوم في الغويط حويط رصدا سعيد لفظا بعيد عن الصويت بلسان صليط بعيد على العبيد بلسان صليط بعيد عن العبيد بعيد عن العبيد You're dancing and you're breathing heart is pumping and you're loving your hometown in Cairo I'm coming home it's so lovely when you're working and you're working still you're working heart is pumping feels so lovely when you're working still you're working